Dans quelques jours, on fêtera les 30 ans de l'album indé le plus vendu de tous les temps. Un fait historique plus important que vous ne croyez. Et un disque dont les thèmes sont plus graves que son style pourrait le laisser supposer. Décryptage de Smash de The Offspring. The Offspring, c'est qui? Un groupe de skatepunk, de pop-punk, de punk rock californien. Il y a le mot punk en tout cas. Punk dans le sens efficace, énergique, sans moyen, avec ici le soleil en plus. Leur signature, les ouah, les yeah et les hey. Au point même que le groupe NoFX s'en moque dans une chanson. Il n'empêche qu'avant la sortie de ce troisième album, Smash, The Offspring joue encore en 3e division. Début 94, les musiciens sont encore à mi-temps et apprécient aller boire des binous chez la mère du bassiste. Et cet album alors? Eh bien l'enregistrement dure 3 semaines, entre janvier et février, au studio Track Record de North Hollywood. Studio qui, entre 2 sessions, seront endommagés par le séisme de Northbridge. Et ça, c'est punk, non? Côté son, les musiciens travaillent sur place avec Tom Wilson, un type qui justement a fait du punk une de ses spécialités, en taffant par exemple avec The Dead Kennedys ou Social Distortion, et qui les accompagne depuis le premier album. Ou enfin, cette fidélité amènera d'ailleurs quelques tensions en studio, le producteur trouvant que le groupe s'éloigne du genre. Oui, bon, on est sur le même débat que Black Album de Metallica, délaissant leur thrash des débuts pour créer l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Pourtant, les moyens attribués, eux, sont bien punk. Le groupe obtient par exemple une ristourne en utilisant les studios quand ils ne sont pas utilisés. Les dernières chansons enregistrées sont travaillées pendant seulement 2 nuits et le producteur est logé en camping-car. Coût total, $20 000. Et objectif, en vendre au moins 15 000. Spoiler, ce sera 11 millions. Quant à la pochette, elle est réalisée par Kevin Head et Fred Hidalgo qui ont aussi fait ça. Ce squelette, passé au rayon X et traité en basse définition, ça sent pas vraiment la Californie. Au mieux, l'omniprésence de la basse dans l'album rappelle la chaleur, pourquoi pas, de l'État américain. Enfin bon, l'illustration reste malgré tout cohérente par rapport au contenu de l'album. Soit la mort, l'avidité, le suicide, la violence, la dépendance, la maltraitance. Ah oui, on est loin du skate et du surf. Bon, passons rapidement sur l'intro de quelques secondes qui invite d'une voix grave à se relaxer pendant l'écoute, avant que la chanson suivante n'explose justement les décibels pour mieux surprendre l'auditeur. Une intro sarcastique, que certains ont d'ailleurs mal pris, dont le principe est reproduit sur 16 albums. Quant à Nitro, la chanson évoque ce thème. Eh oui! Alors le titre fait évidemment référence à la nitroglycérine, un composé notamment utilisé pour accélérer la puissance des moteurs dans les courses de bagnole. Un démarrage en trombe, concrétisé par une batterie pétaradante. Mais pourquoi nitro alors? Eh bien, rappelons que le chanteur est docteur en chimie moléculaire. Plutôt drôle d'ailleurs, pour un type qui a sa propre marque de sauce piquante. 2, eh bien ensuite, pilote d'avion chevronné au point même d'en faire un tour du monde, c'est un type qui aime la vitesse. 3, les paroles invitent à profiter au maximum de la vie qui reste. D'ailleurs, la fin du morceau ressemble à une sirène d'ambulance, indiquant presque un accident mortel. Écoutez. Et comme Nitro sera le début d'une grande aventure, eh bien le bassiste et le chanteur l'utiliseront comme nom de label pour signer d'autres artistes. C'est dire. La chanson parle d'un type qui tue les gens qu'ils font yesh sur la route. Intéressant, car là on est dans le pur mythe américain sur le sentiment de puissance et de liberté supposément provoqué par la bagnole. Mais fascinant aussi, quand on sait que beaucoup de chansons de l'album ont été écrites par le chanteur lors, d'embouteillages entre les studios et sa baraque. J'aurais pas aimé le croiser. Comme Time to Relax, on reste ici sur une chanson sarcastique, qui n'a pas plu à tout le monde. Le groupe a reçu beaucoup de courriers s'inquiétant même de son influence. Un thème qui fait surtout penser à cette scène du film Lost Highway de David Lynch, sorti 3 ans plus tard. Côté musique, dès l'intro, on saisit en tout cas l'essence du groupe avec une présence marquée de la basse et une voix a cappella avant que la batterie ne s'emballe dans les virages ou que les gros mots ne fusent pour donner une ambiance bien garage. Ces jeux de mots... Ce
coup-ci, si la basse est aussi présente, c'est le rythme de la batterie très 60s qui domine l'intro. Cette chanson évoque la paranoïa et le dégoût de soi. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la dernière chanson écrite pour l'album et précisément le sentiment d'insécurité d'un chanteur sous pression qui doit vite boucler celui-ci. Ah, pas si mal pour un titre qui finira quand même 3e single de l'album. Le clip est pris en charge par Samuel Breyer, le réal de celui de Smells Like Teen Spirit, sorti 3 ans avant. Il sera tourné au parc des expositions de Salt Lake City. En commun avec celui de Nirvana, eh bien des gosses, en plein pogo. Or, si Nirvana a fait de son tube un hymne à la révolution ado, les paroles de The Offspring en prennent le contre-pied, exhortant à fuir les potes toxiques et assumer ne pas savoir quoi faire de sa vie. Rien de fun ici, comme le laisse supposer le titre, même s'il s'agit d'une métaphore. Si un génocide, c'est donc la destruction méthodique d'un groupe humain, le chanteur utilise plutôt le mot pour pointer ce qui nous détruit de l'intérieur. Soit, eh bien, notre méchanceté naturelle, la jalousie, la lâcheté. Avec enfin un Dog Eat Dog qui, bon, au-delà d'être aussi le nom d'un super groupe de punk hardcore du New Jersey, eh bien, est l'équivalent de l'homme est un loup pour l'homme, donc son pire ennemi. Une locution dont on retrouve l'idée chez Rabelais, chez Montaigne, chez Francis Bacon, chez Molière, Schopenhauer ou alors le philosophe Hobbes. Ah, pas mal pour des punks. Si, certes, bon, vous commencez à comprendre que les thèmes de l'album ne sont pas très gais, ou du moins souvent sarcastiques. Oui, cette chanson pose davantage de questions sur son but. Oui, le chanteur y raconte en effet qu'il ne croit plus en rien. Alors, pas dans le sens athée du terme, mais bien parce que l'on nous ment. Et même s'il précise croire dans la capacité de changement des dirigeants, dont le pouvoir est évidemment toujours à questionner, parole de journaliste, ce chanteur revendique aussi une remise en cause de la réalité en invitant à penser par soi-même. Bref, un hymne libertaire, encore du pur américanisme dans le jus, mais aussi une vision, si on y réfléchit, assez complotiste, sans nuance. Or, tu te rappelles des chiffres de vente? Là, l'influence peut être flippante. Bon, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Une des particularités de ce premier single, c'est d'abord la batterie très caractéristique de l'intro. Puis son riff de guitare, basé sur une gamme orientale et écrite après un voyage au Moyen-Orient. Il y a d'ailleurs eu une tentative de procès pour plagiat. Tentative avortée, les experts évoquant alors un rythme bien traditionnel. Et une tentative moquée plus tard dans une chanson de The Vandals. Oui, groupe signé par The Offspring, pas folle la guêpe. Ce motif oriental d'ailleurs, le leader l'a caché jusqu'au dernier moment au groupe. Oui, parce que ce fut le dernier titre enregistré de l'album. De peur que les musiciens le rejettent. Quant au nom de la chanson, c'est un clin d'œil à un album de Twisted Sister, lui-même issu d'un extrait d'un film, The Warriors. Les paroles ensuite. Elles évoquent les armes à feu sur les campus américains. Rappelons que le chanteur est encore étudiant et a vécu les émeutes de Los Angeles 2 ans avant. La phrase gimmick, tu dois les garder séparés, chantée par un pote du groupe à l'accent mexicano. Eh bien, cette phrase provient justement d'une de ses expériences en labo. Or, le groupe n'arrivant justement pas à lier certains segments de la chanson, la phrase arrive à point nommé. Enfin, le clip a été réalisé par Darren Lavette, qui avait aussi travaillé pour les Beastie Boys ou encore Bad Religion, dont le guitariste est aussi le boss du label de The Offspring, et puis taf. Coût total de l'opération, 5 000 $. 5 000 $ investis principalement dans les bières et le barbecue post-tournage. Oui, on reste en Californie quand même. Alors, notons déjà une légère similitude de rythme avec, décidément, Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Un détail qui aura son importance, on s'en reparle en fin de vidéo. Surtout que c'était initialement joué par une gratte acoustique. Il n'empêche que l'intro chantée de ce deuxième single permet encore une fois de reconnaître le titre dès ses premières mesures. Ce qui participe au fait que ce sera la 6e chanson rock la plus jouée de la décennie. Et alors cette chanson, elle parle d'une meuf qui a le dessus sur son mec parce qu'il n'a pas d'amour propre. Bon, ça va même plus loin parce qu'elle couche avec d'autres types et elle abuse de celui-ci qui ne sait a priori pas dire non. Un titre, je le précise, qui n'est pas autobiographique mais qui était inspiré
inspiré d'une pote ou d'un ancien pote, voilà, du chanteur. Dans le clip, le chanteur, justement, eh bien, il porte plusieurs t-shirts pour marteler l'affiliation d'Offspring. Les Sex Pistols, The Germs et les Vandals. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au moment de la sortie de la vidéo, l'album est déjà à disque de platine. Réaffirmer donc ses influences permet de répondre au virage plus pop du groupe, en tout cas c'est ce que pense une partie du public. Ah, subtil. Ici, c'est un hymne anti-arme à feu, ironisant sur la nécessité d'en posséder pour s'en défendre, supposément. Hélas, on voit que le débat est encore actuel 30 ans plus tard, même si les prises de position à l'époque étaient assez rares. Les paroles se moquent donc de ces tueries qui se répètent et de lois mises en place censées protéger les citoyens, mais qui ne font finalement que les saigner. C'est beau! C'est la seule reprise de l'album. Une reprise de The Digit, un groupe de punk rock de l'Illinois, passé d'abord par le hard rock à la AC/DC. Hélas, ils se sont séparés au moment de la sortie de Smash. C'est con. Leurs paroles sarcastiques collent en tout cas parfaitement à l'écriture de The Offspring. Un texte d'ailleurs un peu cryptique, évoquant ici un tueur sans plus de détails. Le principe de la chanson résumant plus dans la répétition hypnotique du refrain, montrant sans doute l'obstination du tueur. Pa, 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 pa. C'est le titre ska de l'album, ce style jamaïcain qui se caractérise par un contretemps de la gratte. C'est ce rythme, une fois ralenti, qui donnera naissance au reggae 20 ans plus tard. Ou comment dénoncer dans les paroles les dégâts de la drogue en se réappropriant un genre plutôt issu du ghetto. Alors pourquoi associer ces deux titres ? Parce qu'ils s'inscrivent tout d'abord dans un thème similaire. So Alone est tout en cassure de rythme, gueulé et tout en cavalcade de batterie. La chanson évoque la solitude, parfois ressentie au sein d'une foule ou de la société. D'où d'ailleurs les fins de strophes avec cette guitare traînant les pieds et se perdant dans l'écho. Quant à Not the One, on est sur une même batterie au galop, mais les paroles sont ce coup-ci plus bavardes. Oui, elles sont sur le fait d'hériter d'un monde dont nous n'avons pas voulu, et un monde avec ses problèmes. Un monde avec du racisme, de la misogynie, des SDF, de la pollution, la violence urbaine ou encore même la famine. Des problèmes que nous transmettrons ensuite sans s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi, le mot est d'ailleurs mis en valeur à la fin du morceau. Le titre interroge donc bien notre propre léthargie face aux défis du monde, notre supposée innocence et responsabilité, sans non plus nous inciter plus ouvertement à agir. Bref, le constat plutôt que l'incitation, laissant libre l'auditeur, toujours cet esprit punk. Alors c'est malin de nommer l'album en raison du nom d'un titre qui le clôture. Et pour cause, cette chanson, avec It Will Be a Long Time, fait partie de celles écrites en urgence à la fin des sessions d'enregistrement. Or, plus que fermer le banc de la playlist, ce titre vient aussi donner une sorte de conclusion à la succession des thèmes abordés. Regardez les paroles, Tu ne peux compter que sur toi-même, fracasser est ta façon de gérer ta vie. Bref, en décrivant un monde dysfonctionnel sur 12 chansons, The Offspring invite donc à être en rupture. Smash! Soit pour ne pas subir ce monde, soit pour en imaginer d'autres solutions non conventionnelles. On est donc bien, encore une fois, et contrairement aux critiques, dans la culture punk. Cette culture qui a toujours rejeté l'aliénation et la culture des masses pour prôner une liberté. Le reste de la piste sera complété par quelques chansons cachées, un speech faisant écho à celui introduisant l'album, l'intro de Change the World qui apparaîtra sur le disque suivant, et une variation acoustique du thème de Come Out and Play. Bon, mais personne ne semble encore mesurer l'importance de cette sortie, je vous explique. Smash sort le 8 avril 1994, jour où l'on retrouve le corps suicidé de Kurt Cobain. Le mouvement grunge meurt avec le chanteur de Nirvana et l'héritage rock est alors dilapidé entre plusieurs mouvements. La Britpop anglaise, le rock alternatif français et le punk rock californien à qui The Offspring et Green Day, avec leur album Dookie, sorti en février, donnent de l'élan. Et ils font plus que donner de l'élan, ils remplacent même les idoles d'avant. Rappelons toutefois que la sortie de l'album se passe dans une relative indifférence. Et oui,
Oui, jusqu'à ce qu'une radio de Los Angeles ne se mette à diffuser massivement Come Out and Play, ce qui permettra ainsi son entrée dans les charts 3 mois plus tard. Et puis le fait que Smash soit sorti sur un label indépendant est primordial. C'est la preuve que le succès est avant tout dû à sa musique, à l'air du temps, et non pas à une campagne marketing. Et ce même si l'album Fallen, d'Evanescence, le dépasse niveau vente. Mais sa distribution, elle, n'était pas via des relais indépendants. Dommage. Encore raté. Rien ne laissera cependant supposer de la déception des albums suivants. Certes, avec Smash, The Offspring quitte Epitaph pour Sony et obtiennent un meilleur porte-voix. Oui, le son atteint, par exemple, par l'album Americana dépasse celui de Smash. Mais l'énergie et la spontanéité, eh bien, se sont perdus en route sur les 40 minutes de Smash. Tout sonne classique dès la première écoute. Il y a une énergie folle, il y a des thèmes profonds qui prouvent que leur pop-punk, si on va sur ce créneau-là, eh bien, ça n'est pas que de l'entertainment. Et là, si Green Day s'offre un retour en force avec American Idiot, The Offspring préfère décliner la recette en limitant les prises de risque sur ses albums suivants et en misant sur la nostalgie, un peu à la AC/DC. Ah, pas sûr que c'est ce qu'aurait choisi Nirvana. Voilà, pour rappel, vous trouverez une playlist maison de 666 minutes sur le meilleur de la Californie sur Deezer et Spotify. Il suffit juste de taper une chanson d'édition. Merci à celles et ceux qui me soutiennent et à très vite. Abonne-toi, abonne-toi. Give it to me.